Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Good morning. Thank you all again Bonjour for coming. et merci à tous This d'être time, là. I want to talk Ce about matin, the, nous allons structure parler of de a global deal. la structure éventuelle Now, en the vue structure d'un accord of mondial. the global deal, is something that has to be based on principles. Un tel accord doit reposer sur des principes For the deal are in et large les measure principes de cet accord already discussed ont in déjà the fait first l'objet 3 lectures, but de discussions dans les 3 premières conférences, mais il s'agit de réunir l'ensemble de ces principes maintenant qui vont être sous-jacents à la structure de ce que devrait être un bon accord mondial. Ensuite, je parlerai de ce qui s'est passé à Copenhague. Copenhague était un événement important et compliqué, désordonné. Néanmoins, ce qui s'est passé était important et je voudrais analyser le résultat de Copenhague dans certains détails. Ensuite, nous essaierons de voir quelle a été l'évolution depuis Copenhague, donc ces 3 derniers mois, et ce que le monde doit faire pour essayer de parvenir à un accord mondial acceptable à Cancun. Cancun étant la 16e conférence, Copenhague étant la 15e conférence. Donc, la conférence de Cancun au Mexique aura lieu en novembre-décembre de cette année. Donc, je me baserai sur des principes d'analyse et voir comment ces principes peuvent se concrétiser dans un accord mondial. Quel est le chemin encore à parvenir pour parvenir à un accord mondial. Donc voilà pour le plan de l'exposé d'aujourd'hui. Et j'espère que cette fois-ci, nous pourrons avoir une pause vers 11 heures de façon à pouvoir se relaxer 5 minutes. Et puis, j'espère également qu'à la fin de la prochaine session, nous aurons entre 20 et 25 minutes pour les questions. Donc, à la fin de ce cycle, dans 15 jours, lors de la dernière leçon, j'aimerais que l'on puisse avoir le temps de discuter. J'ai bien apprécié le débat que nous avons eu la dernière fois, donc je voudrais faire en sorte que nous puissions le faire la prochaine fois. Essayer en tout cas de disposer d'une bonne vingtaine de minutes pour le faire. Donc ça, ce sera pendant 15 jours. Continuons maintenant avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Et sur la base des travaux que nous avons déjà réalisés, des 3 premières sessions que nous avons eues, essayons de nous interroger sur ce que devrait être un accord mondial sur la base de ce que nous avons donc discuté et ce qui aussi est en lien avec la conférence de Copenhague. Il faut déjà partager notre compréhension de la situation. Et c'est ce que nous avons fait lors des 3 premiers cours, comprendre ensemble les risques, pour commencer, et puis ensuite les actions éventuelles. Et dans la compréhension de nos actions et de ce que l'on peut faire, j'ai fortement souligné le fait que les actions visant à une croissance sobre en carbone, à une croissance verte, reposera sur un ensemble de politiques qui, au bout du compte, seront très intéressantes et très attrayantes. Et maintenant, nous allons travailler sur les détails de l'accord, mais tout
cet exposé doit reposer sur notre compréhension de ce qui a déjà été exposé lors des cours précédents, c'est-à-dire l'ampleur des risques et notre compréhension des actions à entreprendre, actions qui, au bout du compte, peuvent être très intéressantes et très attrayantes. Tout le débat d'aujourd'hui doit reposer sur ce que nous avons vu précédemment. Sinon, l'engagement, la volonté de surmonter les difficultés qui vont se poser à nous dans le cadre d'un accord international, sans cette compréhension, nous ne pouvons parvenir à un accord international. Et à chaque fois, dans les débats et dans les négociations, il y a des gens qui sont réticents et hésitants. Il faut toujours leur rappeler les risques et l'intérêt des actions et leur rappeler qu'une croissance sans carbone reste intéressante. Donc, l'analyse que nous avons faite jusqu'à présent est en fait la pierre angulaire des négociations. Pourquoi est-ce que des centaines de présidents et de premiers ministres ont participé à la conférence de Copenhague? C'est parce qu'ils considèrent, pour la majorité d'entre eux, que c'est une question très grave et très sérieuse. Ils l'ont pris au sérieux essentiellement parce qu'ils ont pris conscience des risques, mais aussi de plus en plus, il faut que nous partagions les intérêts que les actions à entreprendre peuvent revêtir, et c'est ce que nous avons abordé la dernière fois. Donc voilà pour les fondations, pour la pierre angulaire. Ceci dit, il faut également envisager les détails d'un éventuel accord mondial. Quelle que soit la structure de cet accord, si nous voulons dire que c'est une structure qui répond effectivement aux besoins et qui nous permettra de relever les défis, il faut déterminer des critères qui vont nous permettre de savoir ce qui peut faire un bon accord ou un mauvais accord. Pour commencer, je voudrais parler de l'efficacité, de l'efficience et de l'équité. Efficacité signifie qu'il faut agir à l'échelle requise sur la base de notre analyse de risque préalable. Nous l'avons déjà dit très clairement, je vous le rappelle. Nous avons vu les dernières fois les voies d'émission qui sont nécessaires de façon à avoir une chance sur deux de rester en deçà des 2 degrés Celsius. Ça, c'est un critère d'efficacité. Et l'accord mondial, s'il parvient à réduire ses émissions à l'échelle internationale, eh bien, il va falloir réduire les risques à des niveaux acceptables. Ça, c'est le premier critère pour cet accord international. Est-ce qu'il répond à nos besoins de réduction d'émissions? Le deuxième critère, c'est de faire en sorte que les coûts ne soient pas trop élevés. Il ne faut pas que les coûts de réduction des émissions nous dépassent. Des mauvaises politiques peuvent conduire à des dépenses excessives et peuvent s'avérer onéreuses. Et enfin, il faut reconnaître l'importance de l'équité. À plusieurs reprises, au fil de nos cours, j'ai souligné le fait qu'il s'agissait d'un processus fortement inégalitaire, puisque ce sont les pays riches qui sont responsables des émissions passées, mais ce sont les pays pauvres qui sont le plus durement touchés, qui sont les premiers touchés par les effets de ces émissions. Et sans réduction de ces émissions, avec une participation des pays les plus riches, rien ne pourra marcher. Mais néanmoins, le processus reste fortement inégalitaire. Et il ne s'agit pas uniquement de rester assis dans les fauteuils de zone université et de s'interroger sur les inégalités et les égalités du monde. Évidemment, ça fait partie du débat, mais il s'agit de faire face à une réalité critique. Ce sens de l'inégalité qui est le ressenti très fortement, très durement par les pays en développement est en soi une réalité politique extrêmement importante
qui a un poids essentiel dans la possibilité de parvenir à un accord. Donc, les principes clés, efficacité, efficience, équité, ce sont les critères qui vont permettre de jeter les bases d'un bon accord, mais ce sont également des critères qui vont affecter, influencer politiquement notre capacité à parvenir à un accord. Si cet accord ressemble à un fort gaspillage d'argent, beaucoup de pays vont hésiter avant de le signer. Si c'est un accord où l'on ressent qu'il y a de fortes inégalités, peu d'entre eux vont être disposés à apposer leur signature. Donc, il faut étudier l'accord de façon à ce qu'il soit un bon accord, mais ils doivent aussi reposer sur des critères qui sont sur notre capacité à adhérer à l'accord et à maintenir la validité de cet accord dans sa mise en œuvre dans le temps. Donc, voici pour les principes à respecter. Alors, si l'on essaye de se tenir à ces principes, essayons de voir jusqu'où nous pouvons aller. On va d'abord se pencher sur la question des quantités d'émissions. J'ai déjà évoqué ce point à plusieurs reprises, mais je tiens à le rappeler parce que c'est notre toile de fond, parce que cela nous permettra de comprendre où nous en sommes arrêtés à Copenhague et où nous en sommes maintenant. Donc, pour avoir une chance sur deux de limiter l'augmentation des températures à 2 degrés Celsius, il faut passer d'approximativement 47 millions de tonnes aujourd'hui par an de CO2 équivalent en tant qu'émission mondiale, les réduire à peu près 44 millions d'ici 2020 et bien en deçà de 35 en 2030, donc en deçà de 35 en 2030 et en deçà de 20 en 2050. Nous avons déjà évoqué cette question des quantités et des émissions au cours des 3 premiers cours. Donc ça, c'est le critère d'efficacité principal. Lors des débats à Copenhague, et ensuite, on s'est beaucoup focalisé sur 2020, ce qui n'est pas très étonnant, c'est notre premier jalon. Mais il faut considérer qu'il y a au-delà de 2020, on va jusqu'à 2050 et même au-delà. Donc ça, c'est l'élément clé auquel on revient systématiquement dans les débats. On va beaucoup parler de pourcentage de réduction. Je vais parler de pourcentage de réduction. Beaucoup des débats actuels se portent sur ces pourcentages de réduction. Mais au bout du compte, la science ne fonctionne pas uniquement en termes de pourcentage de réduction d'émissions de tel ou tel pays. La science étudie l'ensemble des émissions de la planète. Et ça, c'est le test que nous allons devoir passer et que je vais vous soumettre lors de ce cours pour essayer de voir comment nous pouvons répondre à ce critère d'efficacité. Ça doit être le moteur de l'ensemble. Ça semble évident, c'est évident que c'est le critère clé, mais il est frappant de constater que dans les débats, beaucoup des intervenants ont tendance à oublier ce principe clé, cet élément clé, et ils l'oublient facilement parce qu'ils s'en tiennent à des pourcentages et disent par rapport à 2005, par rapport à 1990. Et vous voyez qu'il est facile de glisser sur ce terrain des pourcentages. On va utiliser des pourcentages aussi dans notre cours, mais on ne peut pas utiliser uniquement ce débat sur les pourcentages. Il faut toujours revenir aux milliards de tonnes d'émissions. C'est ce qui doit rester présent à notre esprit en permanence. Les chiffres que je viens de donner, s'ils se traduisent en pourcentage, c'est une réduction de 50% entre 1990 et 2050. En 1990, on était à 40 milliards de tonnes par an approximativement. Donc, le taux d'émission
doit être à moins de 20 pour 2050, ça veut dire une réduction d'au moins 50%. Et ça, c'est un langage, le langage des pourcentages a été beaucoup utilisé dans les débats publics ces 3 dernières années, disons. Et au G8, sous la présidence allemande, à Heiligendamm, lorsque Mme Merkel était présidente du G8, qu'on s'en tenait à ces chiffres-là. Donc, ce pourcentage est devenu un petit peu la devise internationale des débats publics. C'est une bonne chose, mais il faut toujours revenir aux implications que cela suppose en termes de milliards de tonnes d'émissions. J'ai également dit lors des cours précédents que si l'on veut être à moins de 20 milliards de tonnes en 2050 dans une planète où il y aura probablement 9 milliards d'habitants, cela signifie à peu près 2 tonnes par habitant et je le compare à notre chiffre actuel en Europe qui est de 10 ou 11 tonnes par habitant, ce qui correspond grosso modo à une division des répartitions des émissions en Europe par un facteur de 5, par un coefficient de 5, c'est-à-dire une réduction de 80% des émissions pour les Européens. Donc, c'est un pourcentage que l'on entend fréquemment au sujet de l'Europe. La France s'est impliquée très tôt par rapport à d'autres pays riches dans ce débat avec cette histoire de facteur 4 qui remonte à 2004, si je me souviens bien, 2004-2005. Donc la France a reconnu très tôt l'ampleur des émissions qui existaient et la nécessité de les réduire de façon drastique. Donc ça, c'est pour les pays riches. On y reviendra tout à l'heure pour évoquer notamment le cas de l'Europe et des États-Unis. Maintenant, je voudrais évoquer la distinction fondamentale qui existe entre les pays en développement et les pays riches et qui concerne la nature des obligations. L'idée étant que pour les pays riches, ces engagements sont des engagements immédiatement exécutables avec une pénalité si les objectifs de réduction ne sont pas atteints. Alors que pour les pays en développement, il s'agit de manifester une intention. Donc cela n'a pas de caractère exécutoire et il n'y a pas de pénalité. Cette distinction vient du sentiment d'injustice, puisque ce sont les pays riches qui sont responsables des émissions historiquement. Leurs taux d'émissions sont encore très élevés par rapport à ceux des pays en développement. Et ça a été un élément clé dans les débats du protocole de Kyoto. Cette distinction est considérée par les pays en développement comme un élément fondamental pour la raison suivante, c'est parce qu'ils sont défavorisés. C'est injuste. Donc cette injustice est traduite dans une réalité politique qui a régi les débats à la Convention des Nations Unies sur l'environnement jusqu'à présent. Et à Copenhague, j'y reviendrai tout à l'heure, les pays en développement s'inquiétaient de voir que les pays riches risquaient de saper cette injustice qui est inscrite en politique. Donc, ils craignaient que cette clause soit remise en question. Cette difficulté va rester présente et il va falloir que nous y réfléchissions pour essayer de voir comment nous pourrons résoudre ce problème. Et j'en parlerai probablement lors du prochain cours, c'est-à-dire les difficultés et les défis associés au protocole de Kyoto et la limite du caractère exécutoire d'engagement. Ce sont des mots qui sont constamment utilisés dans nos débats.
Maintenant, qu'est-ce que signifie un engagement immédiatement exécutoire? Est-ce que c'est de la police de Mars ou de Vénus qui va venir nous imposer des règles? Comment, en tant que pays, en travaillant ensemble, nous pouvons parvenir à des accords qui soient à la fois forts et déterminés de sorte à ce que ces accords soient effectivement mis en place. Et j'en parlerai un petit peu plus lors de notre prochaine rencontre. Aujourd'hui, je veux surtout me concentrer sur les détails de l'accord de Copenhague, sur les chiffres relatifs aux émissions, pour essayer de voir quel est notre prochain plan de travail. Et la prochaine fois, j'évoquerai les politiques qui doivent ou qui sont en place, qui doivent être mises en place pour parvenir à un accord qui soit pérenne lorsque nous parviendrons à un accord. Donc voilà pour la toile de fond, donc les émissions à réduire et la relation qu'il y a entre les pays riches et les pays pauvres pour parvenir à ces objectifs de réduction. Passons maintenant aux méthodes, aux technologies qui vont nous permettre de réduire ces émissions. Il y a donc un certain nombre de mécanismes que j'ai déjà évoqués. Il y a donc la technologie et les politiques qui visent à l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de CO2. Donc, je reviendrai sur ce que j'ai déjà évoqué la dernière fois. Donc sur la politique, la technologie, et puis la question de la sylviculture. Je voudrais en parler un petit peu. C'est les marchés du carbone, mais d'un point de vue international. La dernière fois, nous avons parlé des points positifs et éventuellement négatifs et des incertitudes associées aux taxes carbone et aux marchés avec les quotas d'émissions. Je ne vais pas m'y attarder à nouveau. Ceci dit, je voudrais parler aujourd'hui d'un marché du carbone qui serait international. Premier point à souligner, si l'on parvient à avoir des marchés de carbone qui fonctionnent bien, eh bien, on aura fait un très gros progrès dans le domaine de l'efficacité, puisque l'ensemble du monde veut réduire les émissions et le faire là où ça sera le moins cher. Et un marché qui fonctionne bien, idéalement, essaye de trouver les lieux les moins chers pour fonctionner. On a par exemple un marché mondial des chemises et on est content si nos chemises sont fabriquées dans des pays qui fabriquent des chemises de bonne qualité au prix le plus bas possible. C'est l'efficacité. C'est ainsi que les marchés fonctionnent bien. Et ça devrait être notre objectif en termes d'efficacité pour les réductions des émissions de CO2 également. Donc, le fonctionnement international des marchés de carbone vont jouer un rôle très important dans l'efficacité énergétique. Comme je l'ai dit auparavant, ces marchés sont encore très jeunes. Il va y avoir des problèmes de réglementation qui vont concerner ces marchés. Ceci dit, par exemple, en Chine, il y a un intérêt croissant pour la mise en place d'un tel marché à l'échelle nationale. Il n'existe pas encore, mais il fait l'objet de négociations, de discussions importantes. Il y a des projets de loi, notamment la Wax and Markey, qui a déjà été adoptée aux États-Unis avec des mesures incitatives. Le Sénat a encore beaucoup de mal à parvenir à un accord à ce sujet. J'en reparlerai tout à l'heure. En Europe, nous avons déjà un marché du carbone qui fonctionne. Il fait l'objet de débats en Chine, en Inde. On est en train de discuter de l'arsenal législatif à mettre en place
pour un tel marché aux États-Unis. Donc, ces marchés internationaux, s'ils interagissent, pourront fonctionner. Mais ces marchés reposent largement sur les réductions d'émissions quantifiées, les permis d'émissions, les secteurs économiques concernés, etc., etc. Cet aspect technique qui va être sous-jacent au marché du carbone va revêtir un rôle très important pour ce commerce international. Il faut donc que ces marchés soient conçus en ouvrant la porte à un commerce international. Et ça va être très difficile à mettre en place. Mais il faut toujours garder cela en tête dès le début. Mais comme le marché européen a été le premier à fonctionner à grande échelle, j'espère qu'il sera un modèle pour les autres. Non pas parce que je pense qu'il est idéal, en fait il est plutôt bien conçu, mais en tout cas il fonctionne. Et c'est beaucoup plus facile de s'associer à un système déjà existant plutôt que d'envisager un changement complet du marché européen parce que les Chinois ou les Américains mettraient en place quelque chose de complètement différent. Donc l'Union européenne, à cet égard, pourrait offrir ses services pour l'élaboration d'autres marchés du carbone. Le deuxième point sur lequel je souhaitais insister, c'est le mécanisme de développement propre. Alors, je n'ai pas encore beaucoup parlé de cela, permettez-moi de le décrire très rapidement. Ces mécanismes de développement écologique ou propre fonctionnent de la manière suivante. Une entreprise en Europe, par exemple, une entreprise, et ça va être mon exemple principal, une entreprise donc européenne, peut remplir et satisfaire ses obligations de réduction d'émissions, en partie notamment par l'achat de quotas d'émissions dans un pays en développement. Maintenant, comment allons-nous reconnaître une réduction d'émissions dans un pays en développement? Le mécanisme permettant de reconnaître une réduction d'émissions dans un pays en développement, c'est qu'une entreprise dans un pays en développement va dire « Eh bien, voilà ce que j'aurais fait. J'aurais, par exemple, continué d'utiliser, par exemple, du charbon. Mais maintenant, je vais passer à un autre combustible, ce qui va avoir pour effet de réduire mon niveau d'émission. Et voici donc ce que je vais vendre à l'entreprise du pays riche. Donc, ma réduction d'émissions. Et pour que ceci soit accepté dans les pays riches, il faut que ça passe par un processus assez compliqué. Il faut d'abord que ce soit approuvé au sein du pays. Si c'est en Inde, par exemple, il faut que ce soit approuvé au niveau de l'Inde. Ensuite, il faut qu'il y ait aval au niveau de Bonn. Et enfin, il faut que ce soit accepté comme étant une transaction commerciale. Donc, dans le principe, vous avez un contrat relativement complexe. Le pays en voie de développement dit « voilà ce que j'aurais fait, voilà ce que je vais faire désormais », et la différence, c'est une économie d'émissions. Donc, vous avez besoin de cela. Et il faut pouvoir reconnaître et accepter la notion de ce que j'aurais fait dans un scénario différent. Donc, on travaille avec ce genre d'hypothèse dans la vie, mais vous voyez là qu'il va falloir faire des calculs très quantitatifs, très calibrés, et qui vont fonctionner à un niveau très macro, et qui vont devoir passer devant au minimum 2 comités. Donc c'est là un marché qui va être très lourd à gérer. Néanmoins, ce marché est très intéressant parce que c'est un marché dans lequel une entreprise d'un pays en développement peut obtenir des crédits pour réduire ses émissions, mais en revanche n'est pas pénalisée pour augmenter ses émissions. Donc c'est pour ça que c'est un marché qui est biaisé dans un sens. Et ce marché
va se poursuivre alors qu'on fait une distinction entre les pays riches qui ont des obligations contraignantes et les pays pauvres qui auraient des programmes qu'ils essaieraient de mettre en œuvre. Donc, cette structure, avec toute sa complexité de gestion, est le produit de cette distinction absolument cruciale qui prend corps dans le protocole de Kyoto, où vous avez les pays de l'annexe 1, à savoir les pays riches, et les pays qui ne font pas partie de l'annexe 1, à savoir les pays en développement. Et cette structure, qui n'est pas équilibrée, est un produit de cette distinction entre les pays. Je pense que c'était un moyen très utile d'avancer, et dans la mesure où il est très vraisemblable que nous continuions pendant quelques années à maintenir cette distinction entre les pays riches et les pays pauvres, ce mécanisme devrait être poursuivi. En revanche, il faudrait le simplifier et le rendre beaucoup plus accessible qu'il ne l'est actuellement, car pour l'instant, c'est un mécanisme très lourd à gérer, comme je vous le disais. Il est possible de le simplifier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il pourrait être très simplifié si l'on autorisait le fonctionnement sur la base de programmes. Par exemple, un État indien, parce que vous savez qu'en Inde, la fourniture d'électricité est organisée au niveau des États et non pas au niveau fédéral. Donc, on va imaginer qu'un État met en place un programme pour passer aux énergies renouvelables. À ce moment-là, ce serait efficace si cet État en Inde pouvait, par le mécanisme de développement propre, lever des fonds en vendant dans le cadre d'un fonds groupé, pouvait vendre ses droits d'émission aux pays riches. Donc, cela permettrait d'avoir une structure plus simple et une vérification plus efficace, parce que les États en Inde déclarent qu'ils vont utiliser plus d'énergie renouvelable, et bien s'ils le disent, c'est quelque chose que l'on peut vérifier beaucoup plus facilement, plutôt que d'aller vérifier ce qu'aurait fait une entreprise par rapport à ce qu'il promet de faire maintenant. Donc voilà comment on pourrait éventuellement réformer ce système ce mécanisme de développement propre. Donc c'était là un exemple pour vous montrer combien les détails sont importants dans un contexte tel que celui dont nous parlons. Pour passer maintenant à autre chose, je vous ai parlé des domaines d'activité dans un accord mondial. Maintenant, les éléments financiers. Quel type de soutien devons-nous rechercher au niveau mondial? Là encore, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'aimerais simplement attirer votre attention sur deux études. Le PNUD publie chaque année son rapport sur le développement humain, et il produit un rapport de développement humain sur le changement climatique avant la rencontre de Bali. Et c'est à Bali que le monde a décidé d'atteindre un accord international à la suite du protocole de Kyoto, et donc envisageait la réunion de Copenhague dans les 2 ans. Donc Bali s'est tenu en décembre 2007, et c'est à Bali qu'il a été décidé d'essayer d'atteindre un accord à Copenhague en décembre 2009. Et c'est à cette époque que le Programme des Nations Unies pour le développement a édité son rapport sur le développement humain, et il a essayé de calculer le coût supplémentaire pour atteindre les objectifs de développement du millénaire d'ici 2015. Et d'après ce rapport, et là c'est très précis, il précise que cela coûterait 86 milliards de dollars supplémentaires par an. Donc c'est très précis, c'est pas 80 ni 90, mais donc il est dit que pour atteindre les objectifs de développement du millénaire, le coût supplémentaire serait de 86 milliards de dollars supplémentaires par an d'ici 2015.
Plus récemment, des travaux ont été réalisés au Grantham Institute de l'école d'économie de Londres par Frankhauser et Schmidt-Traub. Et ici, sur la diapo, il est écrit Frankhauser. D'ailleurs, c'est Fankhauser sans R. J'en suis absolument désolé, une erreur d'orthographe. Mais ils ont calculé que le coût supplémentaire, simplement pour l'Afrique, pour atteindre les objectifs de développement du millénaire, serait de 30 milliards de dollars par an supplémentaires au cours de la décennie à venir. Maintenant, au fur et à mesure que les changements climatiques sont intenses, ces sommes augmentent. Et l'on peut suggérer que d'ici 2020, le coût total pour atteindre les objectifs de développement du millénaire, ce sont donc des coûts d'adaptation, au sens strict du mot adaptation pour le monde en voie de développement, pourrait dépasser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Si vous prenez maintenant les coûts totaux pour la réduction des émissions, et là, la meilleure référence que je puisse vous donner de calculs récents, c'est les calculs faits par Project Catalyst. Project Catalyst est un projet qui a été fondé par la fondation Packard pour essayer de produire quelques chiffres avant la réunion de Copenhague. Et grosso modo, leur estimation des coûts pour les pays en développement, donc les coûts supplémentaires pour passer à une économie pauvre en carbone, serait d'environ 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Si vous mettez tout cela bout à bout, je pense qu'il est tout à fait raisonnable d'estimer que le coût supplémentaire pour les pays en développement se situerait aux alentours de 200 milliards de dollars par an entre maintenant et 2020. Donc ça fait beaucoup de milliards de dollars. Mais en termes comparé au PIB des pays développés en 2020, ce sera grosso modo un quart ou un tiers d'1%. Donc ça fait 0,25% du PIB des pays développés. Donc voilà le type de soutien dont ont besoin les pays en développement de la part des pays développés si l'on veut qu'ils soient en mesure de prendre les actions nécessaires pour une adaptation. Je considère qu'il s'agit là d'une estimation plutôt conservatrice. On pourrait développer des arguments selon lesquels les chiffres pourraient être plus élevés. Il est important de conserver tout cela à l'esprit parce que lorsque l'on réfléchit à ce qui a été dit à Copenhague, on se rend compte que les chiffres énoncés ont été plus faible que ça. Néanmoins, c'est une référence. Je vous ai parlé des domaines d'action principaux, je vous ai parlé des forêts, des marchés du carbone, je vous ai parlé des éléments financiers, mais bien entendu, nous allons besoin de nous organiser pour arriver à cet accord international. Nous allons avoir besoin d'un registre d'action. Si les pays en développement nous soumettent des plans, il va falloir pouvoir tenir une liste des actions de façon à ce qu'on puisse vérifier que les gens font bien ce qu'ils annoncent qu'ils vont faire. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la transparence, de la confiance. Si les pays disent je vais réduire mes émissions de tel pourcent, il faut pouvoir le mesurer. Et si les pays en développement disent je vais mettre en place un plan d'adaptation, eh bien il est important que ce soit dit et que ce soit mesurable, que ça puisse être contrôlé, que chacun puisse contrôler ce que dit chacun, de telle sorte qu'on puisse avoir confiance dans ce cadre. Donc on a besoin d'un registre, d'un calendrier d'action, et on a également besoin de moyens pour mesurer et vérifier les niveaux d'émissions pour tous les pays. Car dans ce processus, la transparence est quelque chose de tout à fait capital. Si nous avons suffisamment de ressources pour soutenir les actions dans les pays en développement, il faut également que nous puissions utiliser ces ressources d'une manière claire, fiable et productive. C'est là quelque chose qui va nécessiter un minimum d'organisation. Donc vous voyez, tout ce que je viens de vous décrire va nécessiter une forte organisation internationale, beaucoup de transparence au niveau international, beaucoup de mesures, beaucoup de collaboration au niveau international, non seulement pour lever des ressources, mais également pour utiliser ces ressources. Donc c'est la raison pour laquelle, de mon point de vue,
il est très important que nous passions à un monde où nous allons avoir une organisation mondiale de l'environnement qui est une véritable substance. Et c'est là un point sur lequel je vais revenir la prochaine fois lorsque je parlerai de politique internationale. Je sais qu'il s'agit là d'un problème qui a été soulevé à de nombreuses reprises par le président Sarkozy, à juste titre de mon point de vue et du point de vue de bien d'autres de mes collègues qui ont souvent parlé de ce point. Mais je pense qu'il est tout d'abord important de soutenir un accord international. Néanmoins, nous ne pouvons rien et nous ne pourrons pas mettre en place cette organisation avant que nous ayons un accord international, parce qu'il faut bien que nous ayons un objectif pour cette organisation. Il faut que nous soyons en mesure de définir ce que va faire cette organisation. Et ça, il faut le faire avant d'établir cette organisation. Donc, à mon avis, il faut que nous attendions jusqu'à ce que nous ayons cet accord mondial. Mais en tout état de cause, nous aurons besoin de cette organisation mondiale de l'environnement. Maintenant, parlons de Copenhague. Que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes tous allés à Copenhague, nous sommes tous restés à Copenhague pendant 2 semaines, nous avons tous eu froid, nous avons tous vécu le chaos. Mais ce n'était pas que cela. À la fin de tout cela, à Copenhague, il y a eu un accord de Copenhague. Et cet accord de Copenhague semblait tenir sur pied, semblait fournir une plateforme. Quand nous sommes partis de Copenhague, nous avions cet espoir d'une plateforme. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que oui, nous avons cette plateforme. Bien entendu, beaucoup d'entre nous auraient souhaité que cette plateforme soit de meilleure qualité. C'est une plateforme qui est un petit peu décevante, mais néanmoins, ça reste une plateforme. Donc, si je peux me permettre cette image, du chaos est née une plateforme fragile, certes, mais qui, 3 mois plus tard, s'est légèrement renforcée. Et c'est là le processus que je souhaitais décrire. Je ne sais pas combien d'entre vous ici se rappellent des politiques des années 60. Ceux d'entre vous qui s'en souviennent vont être en mesure de se souvenir de ce qui s'est passé à Copenhague. En fait, ce dont je parle, c'est la politique et la vie étudiante dans les années 60. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas nés ne pourront pas comprendre ce qui s'est passé à Copenhague. Je voulais vous décrire non seulement la plateforme, mais également vous décrire les forces et les mécanismes qui sont associés à cette plateforme. Et ensuite, j'aimerais également vous parler des points faibles de la plateforme, du processus et les difficultés auxquelles nous devrons faire face. Mais dans la mesure où je suis d'un naturel très optimiste, je vais commencer par les points positifs avant de passer aux points négatifs. Évidemment, il faut bien reconnaître qu'il y a du positif et du négatif, mais je voulais, dans un premier temps, décrire ce qu'était cet accord de Copenhague lui-même. L'accord de Copenhague a été construit par différents pays travaillant ensemble, mais en bout de course, il n'y a eu que 5 pays qui ont signé l'accord de Copenhague et qui l'ont mis sur pied. Et donc, sur la dernière étape, il ne restait plus que 5 présidents dans la salle avec 1 ou 2 conseillers. Et ce, très tard dans la journée. Mais ça ne veut pas dire que cet accord de Copenhague ait été construit uniquement par ces 5 pays. Nombre d'entre nous avions travaillé très dur à cet accord et j'avais, pour ma part, travaillé en étroite collaboration avec le Premier ministre d'Éthiopie, Meles Zenawi. J'étais également resté très proche des autorités européennes et j'ai constaté une implication très large pour la création de cet accord. Néanmoins, en bout de course, seuls ces 5 grands pays l'ont signé. Vous avez sans doute constaté que les plus grands pays, en Asie du Sud-Est, en Inde, l'Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands pays au niveau des émissions, pas au niveau de la population, mais l'un des plus grands pays, et le Brésil, le plus grand pays en Amérique du Sud, et les États-Unis, le pays le plus contributeur en Amérique du Nord. Et vous avez vu que tous les continents sont couverts, sauf l'Europe. Vous avez peut-être noté. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est un point sur lequel je vais revenir. Si vous aviez invité les plus grands pays
en Europe en fonction de leurs émissions et de leurs populations, vous auriez invité l'Allemagne. Comment auraient réagi le Royaume-Uni et la France? Le problème n'était absolument pas facile à résoudre parce que c'était le président Obama qui appelait à cette réunion et c'est ce qui s'est passé en fait au niveau de la dynamique locale. Donc, la question que nous devons nous poser et que je vais poser peut-être sans doute plus la prochaine fois parce que c'est plus un aspect politique, mais comment se fait-il que l'Europe n'ait pas été en mesure d'identifier qui allait prendre la parole au nom de l'Europe dans le cadre de ces grandes réunions internationales? En tant qu'Européen convaincu moi-même, et quand bien même serais-je de nationalité britannique, et je sais que beaucoup doutent de l'engagement des Britanniques vis-à-vis de l'Europe, mais pour ma part, je suis un Européen convaincu, comme je suppose la plupart d'entre vous, et donc posons-nous ensemble la question, comment est-ce que cela est possible? L'Europe a beaucoup apporté en termes d'idées. L'Europe a été un leader sur toutes ces problématiques, a même été le leader mondial au cours des 10 dernières années par rapport à ces problématiques de changement climatique. Et je pense que il est très révélateur que lorsqu'on en arrive aux décisions au niveau des réunions internationales, il est très difficile pour ceux qui auraient voulu inviter l'Europe de savoir qui inviter. Et c'était la version Copenhague de la question d'Henry Kissinger. Vous savez, quand Henry Kissinger a demandé « c'est quoi le numéro de téléphone quand je veux appeler l'Europe ?» Et là, nous avions la version très locale de cette question. Donc, je voulais revenir là-dessus, ce n'est pas uniquement cette question-là. Ce qui est important, c'est comment nous avons préparé les choses, quel type de mandat de négociateur avons-nous donné aux négociateurs européens. Donc je ne veux pas pointer le doigt sur tel ou tel, ou sur les Européens qui ont travaillé au nom de l'Union européenne à Copenhague. Le problème n'a pas été créé par eux, le problème a été créé par l'Europe dans son ensemble. Et bien entendu, je reviendrai sur ce point. Donc, voilà quelle a été l'histoire. Donc, comme tout accord entre des premiers ministres et des présidents, c'était un accord très court, de quelques pages, quelques paragraphes, suffisamment courts pour que je puisse vous décrire très rapidement ce qu'il y avait dans chacun de ces paragraphes. Donc, tout d'abord, nous avions les paragraphes 1 et 2 qui traitaient de l'objectif de 2 degrés centigrades. C'était le point de départ. Le paragraphe 3 soulignait l'importance de l'aide à l'adaptation, en particulier pour les pays les plus pauvres. Les paragraphes 4 et 5 faisaient la distinction entre la responsabilité des pays développés et en développement de mettre en œuvre des plans de réduction d'émissions. Le paragraphe 6 affirmait la nécessité d'agir fortement sur la déforestation, la dégradation et insistait sur la nécessité de promouvoir le reboisement et la reforestation. Et ensuite, ça c'était le paragraphe 6, ensuite le paragraphe 7 était extrêmement court et parlait des marchés du carbone et de l'efficacité. Les paragraphes 8 à 10, et c'est là que j'ai le plus travaillé, ces paragraphes parlaient de l'établissement d'un fonds, de plusieurs fonds d'ailleurs au pluriel, pour mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour faire face aux besoins des pays en développement. Et il y avait également la recommandation d'établir un groupe de haut niveau pour étudier les sources de financement potentielles. Le paragraphe 11 était très court parce que pas grand-chose avait été fait sur les mécanismes de partage de technologie. Et le paragraphe 12, et c'est très intéressant, appelle à une évaluation au bout de 5 ans. Parce que nombre d'entre nous ont peur que les éléments scientifiques deviennent de plus en plus inquiétants, donc nécessitent une réévaluation. Et le Bangladesh, notamment, a beaucoup insisté en disant qu'au moment de cette réévaluation, et que il faudrait peut-être envisager un objectif de température plus bas.
Pour l'instant, on a déjà pris des engagements, mais cela ne veut pas dire que le paragraphe 12 soit inutile. Cela veut dire que 22 degrés est pas tout à fait ambitieux par rapport à ce dont nous avons besoin. C'est sans doute ambitieux par rapport à ce que nous sommes en mesure de réaliser, mais ce n'est pas suffisamment ambitieux en termes de ce que nous devrions faire si nous voulons mieux contrôler les risques. Et c'est le Bangladesh et beaucoup des pays qui vivent pratiquement au niveau de la mer qui ont poussé le plus en faveur de cette réévaluation. Et encore une fois, je souligne cette importance, non pas parce que c'est atteignable, mais parce que il y a ce commentaire sur les 2 degrés centigrades plutôt que 1,5 degrés centigrades. Donc voilà l'accord de Copenhague. Notons très rapidement les éléments positifs par rapport à cet accord. Donc d'abord, l'objectif de 2 degrés centigrades, qui est maintenant un objectif établi. C'est absolument capital, car cela nous amène très rapidement au calcul des réductions d'émissions que nous devons réaliser. Ça n'a pas été défini suffisamment explicitement à Copenhague, ce qui est un point faible, parce qu'après avoir dit 2 degrés C, les pays n'ont pas réussi à rédiger ce que cela voulait dire concrètement en termes de réduction d'émissions. Néanmoins, avec ce chiffre de 2 degrés centigrades, on a une indication très claire et je pense que là-dessus, il faut insister de plus en plus fortement. Les avancées de Copenhague, c'est également l'objectif de 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour les financements. On a même réussi à convaincre les États-Unis. Il y a eu toutes sortes de négociations qui tournaient aux alentours de 40-50 milliards, ce qui nous faisait tourner fou. Mais au crédit des États-Unis, les États-Unis ont accepté ce montant de 100 milliards de dollars d'ici 2020. Et ils ont également accepté de voir comment il serait possible de lever d'autres ressources. Donc, sur le texte de l'accord, il y a également de beaux progrès sur les problèmes forestiers. Il y a eu une réunion à Paris la semaine dernière pour essayer d'avancer sur cet objectif. Donc voilà les points positifs. Et pour moi, ce sont véritablement des points positifs. C'est la raison pour laquelle je souhaitais insister dessus. Donc, voilà des choses particulièrement substantielles. Maintenant, ce que je souhaitais faire, c'était vous accorder une pause de quelques minutes et suite à cette pause, ce sur quoi je voulais revenir, c'est la manière dont nous avons commencé à faire des progrès depuis Copenhague et je voulais avec vous regarder certains des chiffres clés qui sont associés aux objectifs qui ont été définis par les États. Donc, je vais reprendre cette leçon à 11h01. Je vous propose donc 5 minutes de pause, mais 5 minutes précisément. Nous reprendrons donc cette leçon à 11h01. Merci.